Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Jamais Vladimir Poutine n'avait parlé ainsi, jamais Donald Trump n'avait parlé ainsi à Vladimir Poutine. Vladimir, arrête, lui a-t-il lancé publiquement après une série de frappes meurtrières en Ukraine. Peut-être qu'il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade, a-t-il reconnu. Le président américain prend conscience que le président russe est peut-être en train de le manipuler. Il fait savoir aujourd'hui qu'il souhaite un cessez-le-feu permanent et pas seulement une trêve temporaire telle que celle annoncée par Poutine aujourd'hui entre le 8 et le 10 mai. Ce revirement, c'est sûrement là qu'il s'est joué. Regardez cette photo qui a fait le tour du monde au Vatican pour les funérailles du pape. C'était la première fois que Volodymyr Zelensky et Donald Trump se retrouvaient depuis leur échange houleux dans le bureau ovale. Des retrouvailles historiques jugées très productives par la Maison-Blanche. Devant un tel rapprochement, le Kremlin répond qu'il est toujours prêt à négocier, mais pose des conditions inacceptables. L'annexion de la Crimée et des 4 oblasts occupés par les forces russes, tandis que Poutine se réarme à une vitesse qui inquiète l'OTAN. Des images satellites, regardez, montrent que les forces russes se réorganisent, construisent des casernes le long de la frontière finlandaise avec des nouvelles lignes de chemin de fer. Le budget armement est 2 fois supérieur en Russie que celui d'il y a 10 ans. Double jeu de Poutine, le réveil de Trump, c'est la question du grand dossier ce soir. Regardez précisément les mots de Donald Trump, c'est une première. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre, qu'il me balade. Partons tout de suite aux États-Unis, retrouver notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine. Peut-être que Poutine me mène en bateau. La phrase est inédite. Le doute est-il en train de s'installer dans l'esprit de Donald Trump ? Oui, c'est la première fois que Donald Trump émet un doute concernant les intentions de Vladimir Poutine. Jusque-là, on avait l'impression qu'il était prêt à tout céder aux Russes en disant que l'Ukraine allait devoir se séparer d'une partie de son territoire, qu'il fallait reconnaître le contrôle de la Russie sur la Crimée. Il y a aussi son envoyé spécial, Steve Witkoff, qui s'est rendu à 4 reprises à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine. Et puis, on parlait beaucoup aussi la semaine dernière de ce plan proposé par l'administration Trump. Donc on a eu quelques extraits ici dans la presse américaine qui disaient que Donald Trump serait prêt à lever les sanctions contre la Russie en cas d'accord. Et aujourd'hui, on voit qu'il fait volte-face, que c'est complètement l'inverse, qu'au contraire, il menace de renforcer ces sanctions aussi parce que certains de ses alliés républicains au Congrès ici lui demandent de le faire. Alors, il avait déjà menacé d'intensifier les sanctions contre le gaz russe fin mars. Finalement, il ne l'avait pas fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un vrai changement de ton de la part de celui qui auparavant n'avait jamais caché son admiration pour l'homme fort du Kremlin. Merci beaucoup Justine Jankowski avec Mathieu Derrien en direct ce soir de Washington. Allons plus loin dans le grand dossier avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya. Bonsoir, consultant militaire pour LCI et très doué pour nous expliquer tout en carte, infographie à l'appui. Magali Barthès, bonsoir. Notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Et Guillaume Roquette, bonsoir. Vous dirigez la rédaction du Figaro Magazine. Magali, est-ce que le vent commence à tourner pour Vladimir Poutine ? Il faut faire attention à pas tout à coup passer du tout au rien. Je pense que en fait, on a un Donald Trump qui est exaspéré et de plus en plus, parce qu'on sent bien quand même ce discours monte depuis quelques jours, par le fait que les frappes, notamment les frappes russes sur l'Ukraine, continuent. Je ne sais pas si c'est cette rencontre qui a vraiment fait changer le ton de Donald Trump en disant oui, est-ce qu'il ne serait pas en train de me balader, Vladimir Poutine, ou si ce sont en fait ces images de frappes sur Kiev, sur d'autres parties de l'Ukraine qui ne cessent pas. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose, une certitude, c'est que Donald Trump
veut en finir, et c'est toujours son épine dorsale, j'ai envie de dire. Il veut en finir le plus vite possible avec cette guerre en Ukraine. Il veut sortir de cette affaire. Mais il y a quand même un problème de crédibilité de la parole américaine. C'est-à-dire qu'il sent bien que de plus en plus, on se demande un petit peu ce qu'il fait. Même aux États-Unis, quand on regarde, les sondages sont très mauvais en ce moment. Jamais aussi mauvais pour un président américain à ce stade de son mandat. On va avoir les 100 jours de Donald Trump, c'est mercredi. Il espérait évidemment avoir un deal sur l'Ukraine pour ces 100 jours. Il ne l'aura pas, ou alors vraiment ce serait un coup de théâtre incroyable. Et donc, il va être obligé quand même de justifier ce problème, cette non-avancée. Et donc là, on commence à comprendre qu'après avoir vraiment tapé sur Zelensky, il est quand même en train d'évoluer légèrement. Et il comprend que ces négociations, parce qu'ils ont quand même tout offert à la Russie, les Américains, depuis le début. Oui. Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, est allé 4 fois passer des heures et des heures dans le bureau de Vladimir Poutine pour que la nuit suivante, il y ait à nouveau des frappes sur l'Ukraine. Donc il commence à y avoir un questionnement avec en plus, je pense, au sein de l'administration américaine, 2 tendances. La tendance Witkoff qui justement dit business avec les Russes, des opportunités incroyables qui s'ouvrent pour les États-Unis, et une autre frange, plutôt sur la ligne Marco Rubio, secrétaire d'État, qui dit méfiance. En effet, il y a quand même un risque de se faire un petit peu balader. La question, c'est quelles conséquences Donald Trump va en tirer ensuite. Parole aux militaires. Est-ce que Donald Trump a enfin percé à jour le double jeu de Vladimir Poutine ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a évolué effectivement sur la question, sous l'effet, comme disait Magali, d'abord du spectacle des frappes, et au passage, on rappellera l'imbécilité, outre le fait que de frapper sciemment des civils, c'est un crime de guerre, ou frapper ou des cibles militaires, mais en se foutant d'une nombre de civils que ça va tuer, ce sont des crimes de guerre, mais en plus, c'est stupide. Diplomatiquement, c'est stupide, en plus dans la période actuelle. Donc, chaque fois que les Russes ont fait ça, ça a obligé les Américains à faire quelque chose, à réagir en tout cas. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, Trump, il est en train de demander aussi, donnez-moi quelque chose. Voilà, maintenant, ça y est, ça urge. Voilà, il me faut quelque chose à présenter. Oui. Il me faut un trophée. Voilà, dépêchez-vous. Alors, il a lui-même dit, bon, j'attends quelque chose. Il a un peu élargi la marge à 2 semaines. Et là, on a l'annonce de Vladimir Poutine disant qu'il a annoncé un cessez-le-feu unilatéral, un cessez-le-feu entre le 8 et le 10 mai. Ça rentre dans les 15 jours, mais ça signifie aussi qu'il n'y en aura pas avant. Malgré tout, et que Vladimir Poutine entend rester quand même un peu le maître du jeu. Et bien pour la première fois, Donald Trump se montre ferme et donne un ordre au président russe. Écoutons. Je veux que Poutine arrête de tirer, s'assoie et signe un accord. Nous avons les moyens d'un accord. Je veux le signer et en finir avec ça, et que la vie reprenne. Et la Maison-Blanche a soutenu aujourd'hui, par la voix de sa porte-parole, Caroline Leavitt, que Donald Trump souhaitait un cessez-le-feu permanent en Ukraine et pas seulement une trêve temporaire que celle annoncée par Vladimir Poutine pour 3 jours, du 8 au 10 mai. Est-ce que vous croyez au revirement, Guillaume ? Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas parce que... Alors, tout dépend de ce que les militaires appellent l'état final recherché. C'est-à-dire qu'avant de lancer une offensive, je parle sous le contrôle d'un colonel des troupes de marine. Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Voilà, qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Et en fait, Trump a dit « je veux la paix ». Il disait la paix par la force pendant sa campagne électorale. Mais la question, c'est quelle paix ? Si c'est la paix à n'importe quel prix, alors... Tout ça ne sont que des simagrées, c'est juste une tentative de montrer qu'il est un arbitre impartial, alors qu'en fait, il s'apprête à tout lâcher à la Russie. C'est encore possible. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il va presque se ridiculiser en haussant le ton sans qu'il y ait aucune conséquence concrète derrière. C'est pour ça qu'à mon avis, Trump s'est aperçu que finalement les Russes ne voulaient pas la paix, en tout cas pas la paix aux conditions que Louis souhaitait. Et donc il se dit, mais si je lâche tout... J'allais presque dire, qu'est-ce qui va advenir de mon prix Nobel de la paix ? Oui, c'est ça, exactement ça. Parce que vous savez qu'il veut apparaître comme étant un homme qui a joué un rôle essentiel sur la scène diplomatique. Qui a marqué l'histoire. Exactement. Comme Barack Obama. Et il ne veut pas rester comme l'homme qui a humilié l'Ukraine et comme l'homme à cause de qui l'Ukraine a quasiment disparu dans son essence par rapport à son agresseur.
Zelensky n'a cessé de répéter que Poutine était en train de tromper les Américains. Il faut dire que le Kremlin, qui a quasiment récupéré la région de Koursk en territoire russe, pose des conditions qui agacent à la fois l'Ukraine, mais aussi la Maison-Blanche. Regardez ce que dit Sergueï Lavrov. La reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée, de Sébastopol, de la République populaire de Donetsk, de Louhansk, de Kherson et celle de Zaporijjia à la Russie est impérative. Sinon, on ne négocie rien du tout. Ouais. Preuve que Moscou n'est pas prêt d'arrêter la guerre. Alors, il faut bien distinguer le cessez-le-feu et la paix. C'est pas la même chose. Cessez-le-feu, on arrête les combats et on discute. La paix, on arrête de discuter et on est d'accord. C'est deux choses très différentes. Là, on a quand même, malgré tout, une petite évolution dans la position russe sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Je rappelle qu'il y avait une déclaration disant qu'il n'y avait pas de condition, justement, à un cessez-le-feu. Deuxième, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un article dans le New York Times qui indiquait que oui, les Russes avaient sondé un peu les Américains en disant voilà, ben nous en fait on voit la carte, nous on veut tous les oblasts dans leurs limites administratives. Et les Américains avaient répondu que écoutez, alors, il ne fallait pas non plus exagérer et que c'était de toute façon absolument irréaliste et c'était inacceptable, que les Ukrainiens n'accepteraient jamais d'abandonner la ville de Zaporijjia, de Kherson, des millions d'habitants. Ça c'était absolument impossible. Et donc apparemment, les Russes ont bougé quand même et semblent à peu près d'accord sur l'idée de s'arrêter, au moins sur le cessez-le-feu, sur la ligne des combats actuels. Donc ça, c'est un énorme progrès qui peut peut-être laisser envisager un cessez-le-feu, peut-être dans le mois de mai à venir. Mais après, il y a la suite. Après, c'est le feu, ok, et après on discute. Et on discute de quoi ? Et c'est là qu'intervient cette notion. Il y a un courant quand même russe, un peu maximaliste, il dit voilà, nous, on veut, on revient à la charge, on veut que vous cédiez toutes ces provinces, dans la totalité, et puis d'autres qui sont peut-être un peu plus conciliants. Mais on rentrera, encore une fois, dans une autre phase, qui sera peut-être longue, ça peut être très difficile, ça peut échouer complètement. Peut-être que les combats vont reprendre, et que la guerre va reprendre après ce cessez-le-feu. Peut-être qu'il ne va rien se passer, qu'on va discuter pendant des années. Pendant la Corée, les discussions ça vont durer 2 ans, avant un armistice. Oui, mais Trump, il a un agenda. Comme vous disiez. Au moins, il aura eu peut-être un cessez-le-feu. Voilà, un arrêt des combats. En fait, c'est ce qu'il demande. Il demande d'arrêter les combats. Tout son discours, c'est attention, c'est terrible, il y a des gens qui meurent tous les jours, moi je veux arrêter ça. Bon, on arrête les combats, ok, il a réussi, il a quelque chose, il peut présenter quelque chose. Ce qui est assez inquiétant pour Donald Trump, c'est cette interview de Sergueï Lavrov. Elle est très très maximaliste parce qu'il parle alors non seulement de la Crimée, non seulement des autres oblasts, mais il parle aussi de la neutralisation de l'Ukraine. Donc ça veut dire le désarmement de l'Ukraine, ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens parce que ils voient bien qu'ils ont assez peu de garanties de sécurité pour la suite. Donc, il n'est pas question de se séparer de leur armée et de leur industrie d'armement. On voit que dans cette interview, toujours, qui est donnée à des médias brésiliens, parce qu'il y a un sommet des BRICS au Brésil en ce moment, au niveau des ministres des Affaires étrangères, il parle aussi de dénazification. Donc, on est reparti sur ce narratif-là, qu'il faut changer le pouvoir à Kiev. Donc, on a vraiment une vision très, très maximaliste. Et puis, parallèlement, vous avez un Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui parle aujourd'hui de négociation et qui dit « Mais non, mais nous sommes extrêmement ouverts à la négociation, sans aucun préalable. » Donc, on ne sait pas très bien quelle est la tactique. Est-ce que c'est de souffler le chaud et le froid en permanence, de déstabiliser l'adversaire, de gagner du temps, certainement aussi, peut-être. Mais en même temps, la déclaration de Vladimir Poutine cet après-midi en proposant cette trêve de 2 jours que l'on n'attendait pas spécialement, ça montre aussi qu'il comprend qu'il ne faut peut-être pas aller non plus trop loin. Donc, en fait, on est un peu déstabilisé par les déclarations qui sont contradictoires dans l'entourage de Vladimir Poutine. Et bien justement, vous m'offrez une parfaite transition, parce que sur la question de la Crimée, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, estime que la question est réglée. Le président Trump a déclaré que la Crimée n'était même pas à l'ordre du jour actuellement. Oui, car c'est une affaire réglée. Vous voulez dire que la Russie occupe et contrôle la Crimée et qu'elle ne négociera pas son avenir, c'est bien cela ? La Russie ne négocie pas son propre territoire.
Et Trump est également convaincu que l'affaire est entendue. Écoutez. Je pense que le président Zelensky est prêt à renoncer à la Crimée. C'était il y a 12 ans, c'était le président Obama. Ils l'ont abandonné sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Donc, ne me parlez pas de la Crimée, parlez-en à Obama et à Biden. Et rappelez-vous, c'est la guerre de Biden, ce n'est pas la guerre de Trump. Il faut donner un gage à Poutine ? Oui, en fait, cette reconnaissance annoncée de l'annexion de la Crimée par les Américains, en fait, en soi, il n'y a rien qui l'oblige, hein, il n'y a aucune particularité, enfin bon, mais c'est effectivement un nouveau cadeau offert à Vladimir Poutine pour essayer d'obtenir quelque chose en retour. La politique du bâton et de la carotte, c'est carotte côté russe depuis le début, et bâton plutôt de côté ukrainien. Et donc on continue dans ce sens et on s'étonne que Vladimir Poutine ne soit pas reconnaissant finalement de tous les cadeaux qui lui sont faits. Ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un certain flou du côté américain sur ce qu'ils sont prêts à accepter. Parce que, effectivement, dans cette déclaration du président Trump qui date de hier soir très tard en France, ou plutôt autour de minuit, il donne le sentiment que la Crimée sera russe. Mais est-ce que c'est le contrôle russe ou est-ce que c'est l'appartenance juridique de la Crimée à la Russie? Parce qu'il n'a pas tort factuellement, Trump, quand il dit de toute façon, la Crimée, c'est pas de ma faute, c'était en 2014, du temps de mes prédécesseurs. Et c'est une évidence. Mais jusqu'à présent, à part la Biélorussie et je crois la Corée du Nord, et puis un troisième pays un peu exotique, voilà, dont j'ai oublié le nom, le Venezuela, personne dans la communauté internationale n'a reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie. Alors même que les Russes ont dit, on a fait un référendum, ils sont tous d'accord, ils veulent être russes, donc désormais la Crimée c'est russe comme la Corse c'est française. Oui. Et là, entre le fait de reconnaître ça et le fait de reconnaître l'occupation russe, il y a évidemment une différence très nette. Trump imagine désormais un accord dans 2 semaines, voire moins. C'est une semaine cruciale pour les négociations, dit Marco Rubio. Regardez la citation. Cette semaine sera une semaine cruciale au cours de laquelle nous devrons décider si nous voulons continuer à nous impliquer ou s'il est temps de nous concentrer sur d'autres questions qui sont tout aussi importantes. Là, on voit bien que la Maison-Blanche met la pression, Magali. Elle met la pression déjà depuis plusieurs jours en disant maintenant, soit vous acceptez, soit nous, on passe à autre chose. En gros, ce que dit Marco Rubio, là, c'est qu'on a mieux à faire si on voit qu'aucune des parties n'est prête à signer le deal qui est sur la table. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il est temps de se concentrer sur d'autres questions qui sont tout aussi importantes, voire même davantage. Hein, c'est ce qu'il sous-entend quand on regarde l'interview en entier. Parce qu'en fait, ce qui se négocie aujourd'hui, c'est pas que l'Ukraine, en fait, entre la Russie et les États-Unis. C'est un deal bien plus global. Et en fait, c'est ça que proposent aussi les Russes aux Américains. C'est-à-dire, c'est une aide certainement pour essayer d'appuyer les négociations sur l'Iran, sur le Moyen-Orient. C'est un deal financier qui est proposé à Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, quand il va à Moscou. Donc, c'est quelque chose de bien plus global. Et finalement, dans cette négociation, l'Ukraine est presque un détail, en fait, aux yeux, en tous les cas, de ces négociateurs-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette pression qui est mise. Soit on accepte, mais soit on passe à autre chose. Parce que les négociations sur l'Iran, elles continuent. Elles ont continué ce week-end. Il y a d'autres sujets sur lesquels Donald Trump espère engranger une victoire diplomatique. C'est-à-dire, si ce n'est pas sur l'Ukraine, il faudra quand même que ce soit sur autre chose, parce que pour le moment, j'y reviens, le bilan des 100 jours, il est compliqué pour Donald Trump. Il y a eu cette guerre des droits de douane dont il ne sort pas gagnant, grandi. On voit bien que les Américains jugent ce premier bilan des 100 jours de manière très critique. Et il n'a pas obtenu sa victoire diplomatique qu'il pensait avoir assez facilement. Donc maintenant, il va se concentrer sur d'autres dossiers si ça ne marche pas. Et ça, c'est le risque quand même pour l'Ukraine. Je voulais réagir, Guillaume. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'infantile dans cette réaction de Marco Rubio. Autant
il découvre que c'est compliqué. C'est pas une surprise. Je veux dire, cette guerre bouleverse l'Europe. Depuis 3 ans, il y a eu des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts. Que ce soit extrêmement difficile, on s'en doute. Qu'il y ait des flottements, qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des incertitudes sur l'issue de la négociation, c'est normal aussi. Mais dire, bon, bah, si dans une semaine c'est pas réglé, on s'en va. Pour la première puissance du monde, je trouve que il y a un côté presque amateur. C'est vraiment une réaction qui est surprenante et qui conforte un petit peu l'amateurisme dans d'autres secteurs. Magali parlait des droits de douane. C'est ce revirement permanent, ça donne le sentiment qu'en fait, les choses n'ont pas été préparées. Et je trouve que ça, c'est assez surprenant parce que autant, dans son premier mandat, Donald Trump avait donné un sentiment d'amateurisme, parce que c'était peut-être une surprise pour lui, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde qui le donnait gagnant. Là, cette fois-ci, il disait « je suis prêt, j'ai mon équipe, tout est sous contrôle, je vais pouvoir dérouler mon action ». Et au moins sur ces 2 sujets qui sont quand même essentiels. Il a été président en plus, quand même. Il a quand même 4 ans d'expérience. Il a été président. Et là, je vous dis, c'est comme un enfant qui dit si vous voulez pas jouer avec moi, tant pis, je boude. Non, c'est incroyable quand même. C'est un peu ça. Vous restez bien devant le grand dossier consacré à cette question. Double jeu de Poutine, le réveil de Trump, c'est la question que nous posons. Et pour y répondre, le colonel Michel Goya, Magali Barthès et Guillaume Roquette. C'est le redéploiement russe qui inquiète l'OTAN, selon le Wall Street Journal, les manœuvres militaires russes qui mettent l'Europe à rude épreuve. Poutine étend ses bases et se prépare à déplacer davantage de troupes vers les régions frontalières européennes, loin de l'Ukraine. Voilà ce que nous dit le journal américain. Allons plus loin avec vous, colonel Goya, carte à l'appui. On va regarder ensemble une première carte qui indique la base militaire de Kamenka, c'est ici, donc tout près de la frontière avec la Finlande et donc à la frontière de l'OTAN, parce que vous le savez, la Finlande a rejoint l'OTAN le 4 avril 2023. Regardons, concernant Kamenka, cette base militaire, les images satellites. Celle-ci date de 2022. Celle-ci, aujourd'hui, en 2025. Et regardez bien la différence entre les deux. Là, ici, on a une espèce de grand vide. Et on voit bien qu'en 2025, il y a de nouveaux logements pour les troupes qui ont été construits. Colonel, qu'est-ce que ça dit ? Mais il faut revenir en 2022, en fait. Décembre 2022, Sergueï Shoigu, qui est à l'époque ministre de la Défense russe, annonce un grand plan de renforcement de l'armée russe. Et c'est le plus étonnant, c'est qu'on est en plus en pleine difficulté de ce côté, à ce moment-là, pour les Russes en Ukraine, c'est que tout ce plan est concentré sur la Scandinavie, sur le nord-est. On crée même un district militaire de Leningrad pour englober toute cette région et on annonce la création de nouvelles unités qui iront le long de cette région. Alors, les événements ont fait que ces unités elles ont finalement été engagées plutôt en Ukraine, mais là, on a la concrétisation de la création, en tout cas, des infrastructures nécessaires à la mise en place de toutes ces nouvelles brigades, de ces divisions, de tous ces moyens qui seront déployés en face des pays baltes, de la Finlande et éventuellement même de la Pologne via la Biélorussie. Et donc, voilà, ça, ce sont les infrastructures. Ça, on a des moyens pour accueillir de nouvelles troupes ou pour faire des stocks de munitions, d'armement, etc. Donc, à tout moment, vous pouvez, là, pour l'instant, c'est vide, mais à tout moment, vous allez voir, peut-être sûrement en tout cas, après la fin de la guerre en Ukraine, si ça se termine dans les mois qui viennent, les unités venir dans ces logements. Alors il y a cette autre carte qui nous montre à quel point Poutine étend ses bases militaires. On retrouve donc la base de Kamenka, on a l'hôpital rénové de Saint-Pétersbourg et le nouveau quartier général avec des nouvelles unités de stockage à Petro-Zadovsk. Ici, la Russie prévoit de construire de nouvelles casernes et de nouveaux terrains d'entraînement. Et on voit tout au nord, Sputnik, une nouvelle base militaire. Alors là, on a le sentiment que la Finlande est cernée et qu'on prépare tout un dispositif, colonel.
Oui, bien sûr. Encore une fois, on met en place toutes les infrastructures pour développer toutes les forces russes qui seront mises en place après la guerre en Ukraine, qui seront mises en place dans la région, afin, alors dans le discours officiel, c'est toujours de se défendre face à une extension de l'OTAN. Et puis je rappelle que la Suède et la Finlande sont rentrées dans l'OTAN. Et donc c'est pour se protéger, mais en réalité c'est véritablement pour exercer une pression supplémentaire. J'ajoute un élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette presqu'île, la presqu'île de Kola, c'est la centre-gravité des forces nucléaires russes, au moins pour toute la partie occidentale. Donc c'est là que vous avez toutes les bases de sous-marins, toutes les grandes bases navales. Et donc de point de vue russe, c'est une zone stratégique qu'il faut absolument protéger. Alors on peut voir que comme pour Kamenka, il y a des images satellites qui ont été diffusées à Spoutnik. Et là encore, on fait le comparatif entre 2021 et 2025. Et on voit, alors évidemment, c'est de très très loin, mais on voit pareil, qu'il y a de nouveaux baraquements qui ont été construits. On sait que le Kremlin prévoit de moderniser ses arsenaux et ses lignes de chemin de fer pour accueillir un nombre croissant de troupes. Regardez là. Voilà, on voit, là, il y a des aéroports, ils ont été représentés en bleu, et les lignes de chemin de fer. Et selon un professeur qui s'exprime dans le Wall Street Journal, il existe une douzaine de points le long de la frontière russo-finlandaise où l'on peut traverser la frontière avec des forces mécanisées. Et on peut voir dans notre dernière carte, justement, la ligne de cette frontière, 1340 km. Ces points de passage, ça pourrait être où, colonel ? C'est à peu près tout le long. C'est-à-dire que toute cette région, la Finlande, c'est très grand, c'est vaste, mais c'est très peu peuplé. En fait, tout ça, c'est un désert. C'est une immense forêt, quoi. Et à l'intérieur, vous avez quelques points de pénétration qui sont des routes, des points de passage, des ponts, etc. Donc c'est évidemment par là que des troupes russes, éventuellement, pénétreraient en Finlande. Ce scénario sur lequel les troupes finlandaises se préparent depuis très longtemps. Voilà. Mais encore une fois, c'est la mise en place de toute une infrastructure militaire dans cette région. Ça concerne la Finlande, mais ça concerne aussi les pays baltes, et particulièrement l'Estonie et la Lettonie. Voilà, il faudra surveiller de très près parce que c'est la concrétisation véritablement de la menace russe dont on parle, alors qui pour l'instant, encore une fois, c'est des bâtiments. Oui. Il y a quelques unités, mais c'est pas grand-chose. Mais dans quelques mois, vous allez voir arriver effectivement énormément de régiments de chars, de blindés, d'infanterie qui seront dans le secteur des bases aériennes. Et là, ce sera une toute autre musique. Oui, je rebondis. Merci, colonel Goya. Avec vous, Magali. Alors, certains disent mais la Finlande, les pays baltes, ils paniquent parce qu'ils sont à la frontière avec la Russie. Mais quand on voit le nombre de troupes et d'équipements que déploie la Russie, on peut quand même se poser la question à quoi ça sert de déployer tout ça si on n'a pas en tête une autre opération? Ce qui est sûr, c'est que l'un des gros échecs de Vladimir Poutine, c'est justement l'entrée de la Suède et la Finlande dans l'OTAN. Oui. Parce qu'il a quand même mené cette guerre en Ukraine pour repousser, soi-disant, c'était ce qu'il disait, l'OTAN. Et il se retrouve avec deux nouveaux pays, dont cette frontière de plus de 1300 km, frontalière avec la Finlande, qui avait quand même inventé le concept de la finlandisation, c'est-à-dire une forme de neutralité. Et on voit que tout ça a été vraiment, toutes les cartes ont été rebattues avec cette guerre en Ukraine. Il est certain que tous ces pays du flanc est de l'OTAN sont extrêmement inquiets et multiplient les mesures. On a vu par exemple les États baltes, la Pologne sortir du traité de mine antipersonnel pour pouvoir aller miner la frontière parce qu'ils redoutent en effet des opérations russes. Et évidemment, ce que l'on voit là ne va pas être pour les rassurer. Et la Finlande se prépare, mobilise son armée, mobilise ses réservistes, multiplie les opérations. C'est comme un nouveau mur en fait qui est en train de se créer au cœur même de l'Europe. Les dépenses militaires, elles n'ont jamais été aussi hautes que depuis la guerre froide. Donc là, on a vraiment un regain. Et quand on voit cette carte, on comprend pourquoi. Guillaume, est-ce la menace qu'on ne veut pas voir ? Oui, je pense que ça l'est assez largement. J'avais un moment d'hésitation parce que j'essayais de me mettre dans la tête des Russes. Ça fait 10 ans que Vladimir Poutine dit « Les gens agressifs, c'est vous. C'est vous l'OTAN parce que vous ne cessez de vous rapprocher
de la Russie. Et c'est vrai qu'il y a eu successivement l'entrée dans l'OTAN d'abord des pays de l'Est européen, puis des pays baltes. Et donc, sur la carte, c'était pas faux. Alors évidemment, les pays baltes, ou bien aujourd'hui la Finlande et la Suède qui viennent de rejoindre l'OTAN, disent « mais c'est parce que la Russie est agressive que nous sommes obligés d'entrer dans l'alliance ». Mais du côté de Poutine, vous voyez bien qu'ils sont agressifs et ils sont de plus en plus près, puisqu'évidemment la Finlande, c'est une frontière, on le voit très bien sur la carte, qui est très importante pour la Russie. Donc, en tout cas, même si on ne peut pas trancher la question de savoir qui au départ a commencé, la situation, elle est là. On ne peut pas faire comme si ces informations n'existaient pas. On ne peut pas faire comme si on pouvait renouer le dialogue avec la Russie. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est une impasse, évidemment, cette espèce de bras de fer et cette montée en puissance des deux côtés de la frontière des armements. Ça, en plus, ça nous rappelle des souvenirs historiques difficiles. Oui. Donc, il faut espérer qu'il y a un moment où l'état d'esprit changera. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas prendre le risque. Et ça, c'est important pour les gens qui croyaient, sans doute jusqu'à février 2022 et l'invasion en Ukraine, que la Russie avait simplement besoin d'être rassurée et qu'il fallait lui donner des gages de bonne volonté et qu'elle n'était pas une puissance agressive. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire ça. Fini la naïveté. Oui, il faut l'espérer quand même. Mais il faut bien comprendre que dans la pensée stratégique russe, la défense est toujours offensive. Hein. Les Russes vont renouer avec les exercices Zapad. Zapad, ça veut dire ouest. Donc ils faisaient ça une fois tous les 2 ans, un exercice à l'ouest, un exercice à l'Extrême-Orient. Et déjà, c'est un indice. Hein, ça se passe dans la région que l'on a indiqué, hein, les exercices Zapad, hein, toujours. Et les thèmes de ces exercices sont toujours les mêmes. C'est l'OTAN nous prépare une attaque et nous prévenons cette attaque en attaquant les premiers. Et c'était exactement la même chose pendant la guerre froide. Hein. Et donc, il y a la possibilité de cette attaque préventive, qui s'est présentée comme préventive, c'était le cas d'ailleurs en Ukraine, hein, je rappelle encore une fois, hein, c'était une attaque préventive. Hein. Et donc le risque existe incontestablement d'une attaque, pas forcément une attaque globale sur toute l'Europe, mais une série de coups précis sur des pays baltes, sur peut-être la Finlande, etc. Et donc la moindre des choses, c'est de s'y préparer. La moindre des responsabilités politiques et militaires, c'est au moins de s'y préparer, ne serait-ce d'ailleurs que pour les dissuader. Dans ce débat, nous rejoint Xavier Titelman. Bonsoir, ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Alors, le président américain, lui, ne croit pas à une attaque russe contre l'OTAN. Il l'avait dit déjà mi-février. Écoutons-le et on vous fait réagir. Le président Zelensky a déclaré que la Russie allait faire la guerre à l'OTAN. Êtes-vous d'accord avec cela? Cela vous inquiète-t-il? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout, même pas un peu. Est-ce qu'il est aveugle? Il est aveugle dans le sens où déjà il travestit la réalité en prétendant que c'est l'Ukraine qui aurait déclenché la guerre qu'elle a subie à partir de 2014 et 2022. Donc oui, aujourd'hui, il continue à prétendre que la Russie n'est pas une menace et déjà opérationnellement, il a par exemple retiré les forces qui étaient spécialement dédiées à la guerre cyber russe, comme si la Russie n'était pas une menace, pour les réorienter vers d'autres problématiques. Donc aujourd'hui déjà, il retire les forces américaines qui sont déployées ou qui sont engagées contre la Russie. Face à la menace russe, le Rafale français est en mission. Une mission d'intimidation dite Pégase 25, le déploiement de 9 avions français sur le flanc est de l'OTAN. Regardez. Xavier Titelman, est-ce un message aussi envoyé à Poutine pour montrer notre capacité de riposte ? Mais on est présent dans la zone parce que la Russie est agressive dans la zone. On peut rappeler par exemple en 2013 quand la Russie avait violé l'espace aérien de la Suède avec des bombardiers stratégiques et qu'elle avait simulé des bases d'attaque sur des bases aériennes suédoises. Les avions qui violent tous les jours les frontières aériennes, des survols en 2024 d'appareils armés d'armes nucléaires. Alors on ne sait pas si c'est des maquettes ou si c'est des vraies armes nucléaires. La Russie le fait. Donc évidemment la France doit être présente pour réassurer ses voisins, mais aussi pour éviter cette
engrenage et éventuellement pour intercepter par exemple des missiles que la Russie pourrait tirer sur les territoires européens. On sait qu'ils ont violé l'espace aérien aussi allemand pour aller faire du renseignement avec des drones Orlandis, des drones russes qui ont survolé des infrastructures industrielles et nucléaires allemandes, tout simplement parce qu'on a trop de laisser-aller, on a trop de laxisme dans la zone. Donc là, il faut à un moment être ferme pour leur dire stop, tout comme les Turcs l'avaient fait quand ils avaient abattu un avion qui avait violé leur espace aérien pendant 7 secondes. Ils ont abattu cet avion. Résultat, les Turcs sont plus jamais embêtés depuis. C'est exactement ce qu'il faudrait faire avec les Russes. Vous restez avec nous, colonel Goya. Oui, il faut bien comprendre, il faut que les Français comprennent que le pays est pas menacé d'invasion, mais que si on doit se battre un jour, ce sera au loin. Ce sera aux frontières de l'Europe. C'est là où il peut y avoir des soldats français engagés, qu'ils soient au sol, en l'air, etc. Et donc, on se prépare à ça, cette possibilité de combattre au loin. Et pour ça, on fait des exercices qui sont d'abord des exercices de déploiement. Donc, on mesure notre capacité à aller en Scandinavie, en l'occurrence, très loin, avec une escadre aérienne, donc avec tous les problèmes que ça peut poser, de ravitaillement en vol, etc., de coopération avec les forces locales. Et vous noterez que ça se fait sans les Américains, sans les moyens américains, au passage. Donc c'est aussi une manière de dire, voilà, on est capable, nous, Français seuls ou Français avec les Britanniques. On a fait des exercices récents avec les Britanniques, notamment en Méditerranée et en mer Noire. On est capable de faire des choses et on est capable de se projeter, notamment très loin et très vite. Magali. Mais c'est important parce que on est vraiment à un moment charnière pour l'OTAN, où il y a quand même, avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, la menace d'un désengagement, d'un repli de certaines forces américaines qui étaient sur le sol européen. Donc réaffirmer aujourd'hui la volonté française de défendre coûte que coûte ce flanc oriental de l'OTAN, c'est absolument capital. Les services de renseignement du Danemark, il y a quelques semaines, ont sorti un rapport en expliquant qu'il y avait un risque dans les 5 ans d'un affrontement entre la Russie et l'OTAN, si l'OTAN montre des signes de faiblesse. Et vraiment, ces exercices sont là justement pour montrer la détermination sans faille de l'OTAN à défendre sa frontière orientale. Xavier Titelman, on peut regarder ensemble dans le détail ces 9 avions français sur le flanc est de l'OTAN. On a parlé des Rafales, on a aussi l'avion ravitailleur MRTT, 2 avions de transport A400M. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu nos débats quand on montrait comment la Russie est en train de déployer des casernes militaires, des nouvelles troupes à la frontière avec la Finlande. Est-ce que ce qui se passe est en train enfin de donner raison à tous ceux qui disent depuis des années, des mois, que la menace russe est réelle et c'est pas seulement un fantasme? Bien sûr, mais on sait que la Russie menace, mais simplement pas parce qu'elle construit des infrastructures militaires. Le fait de construire des infrastructures militaires, c'est un alignement logistique et militaire sur le discours. Et le discours, il faut reprendre les discours de Patrouchev, qui est quand même le premier conseiller de Vladimir Poutine, qui a dit en décembre dernier que la logique voulait que les États baltes reviennent dans la sphère russe. En tant que colonisation, encore une fois. Le vice-président de la Douma l'a également dit en décembre. Donc on est de toute façon, dans les annonces, ils le disent. Militairement, ils s'y préparent maintenant. Donc évidemment, pour éviter que cette escalade ne puisse survenir, nous, il faut qu'on soit ferme. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a, comme le disait Michel Goya, on a tout l'écosystème pour être totalement indépendant, stratégique dans la zone. Et par exemple, les Rafales, évidemment, ils peuvent faire de la défense aérienne, ils peuvent faire de l'interdiction, ils peuvent faire du bombardement, et ils peuvent aussi faire du bombardement dans la grande profondeur, notamment avec les missiles Scalp qui ont été fournis à l'Ukraine, mais qui, dans le cas ukrainien, ont été dégradés. Ils ont été bridés pour tirer seulement à 300 km, alors que la version française tire beaucoup plus loin. J'ajoute que les Rafales peuvent aussi, en dernier ressort, porter l'arme nucléaire. Oui. Évidemment, on n'en est pas là. Évidemment, il y a quand même un sujet de capacité. On le voit, c'est un exercice important, mais il y a quand même que 6 Rafales, parce que c'est à la hauteur de ce que sont les ressources de l'armée française. Mais c'est vrai que autant... on peut dire que l'Alliance Atlantique en Europe serait vraiment sous-dimensionnée si les Américains retirent leurs troupes. Autant la dimension, la composante aérienne, elle est d'abord assez aguerrie, performante, ayant l'habitude de s'entraîner ensemble. Et je pense qu'elle est un réel sujet de préoccupation
pour la Russie. C'est-à-dire que cet exercice, c'est pas juste pour que l'état-major français puisse faire de belles images. Oui. Ça correspond à une véritable force de frappe. Un signal qui est envoyé alors que Vladimir Poutine, vous le disiez Magali, se réarme à une vitesse inquiétante. Moscou a consacré 149 milliards de dollars à son armée l'an dernier, une hausse de 38% sur un an, soit plus de 7% de son PIB, alors que c'était moins de 5% en 2015, soit il y a 10 ans. On voit aussi que la Russie accumule les armes. Elle fabriquait 40 chars T-90M en 2021. Aujourd'hui, c'est 300 par an, avec une production de canons d'artillerie et de munitions qui a augmenté de 20%. Et on rajoute, puisqu'on parlait des troupes, que la Russie recrute encore 30 000 Russes enrôlés chaque mois, selon les Américains. Et c'était 25 000 soldats enrôlés par mois l'an dernier, toujours selon le Wall Street Journal. Ça, c'est nécessaire quand on prépare une guerre à grande échelle, Magali ? En tous les cas, ça inquiète. Il y a eu une audition très intéressante du général américain Christopher Cavoli qui commande les troupes américaines en Europe et qui était devant le Sénat il y a quelques semaines et qui s'inquiétait justement de ces chiffres importants en disant que l'armée russe était vraiment en train de remonter en puissance malgré les pertes subies sur le terrain ukrainien qui sont considérables. Mais en fait, avec ce recrutement de 30 000 nouveaux soldats, en fait, ils arrivent à récupérer par mois, ils arrivent à récupérer les niveaux atteints à tel point que l'armée russe, en fait, est en train de grossir, donc est en train de produire davantage. On est vraiment rentré, on le dit souvent ici, dans une industrie de guerre avec des industries qui tournent à plein régime. Et manifestement, l'analyse de ce général américain était qu'il fallait être extrêmement vigilant parce que les États-Unis, notamment, il faisait la comparaison avec les Américains, n'arrivaient pas à avoir ce même niveau de production, notamment dans l'armement. Donc avec une Russie qui gonfle les rangs de son armée et qui gonfle aussi son industrie de l'armement, qui tourne à plein, alors qu'aux États-Unis, on n'en est pas à ces mêmes stades, même si évidemment les budgets n'ont rien à voir. Et le même général américain disait, alors même que Trump est son patron, il disait nous retirer, nous, les forces américaines en Europe maintenant, c'est prendre un gros risque, parce que ça voulait dire c'est une connerie, en langage un peu châtié. Quand on voit l'importance des chiffres que vous venez de nous donner, je veux dire, ça montre l'ampleur de l'effort qu'on doit nous qu'on doit nous porter, si on ne veut pas se retrouver en position d'infériorité. Et or, effectivement, on n'a pas l'outil industriel nécessaire. On voit bien à quel point est lente la montée en puissance, par exemple sur la production des canons César. C'est parce que nous, on est dans une économie de temps de paix. Et puis, accessoirement, il va falloir trouver l'argent. Donc ça veut dire faire des économies ailleurs. Ça, c'est une vraie révolution mentale. Et je pense que c'est important que les Français, ils aient en tête ces chiffres-là que vous venez de nous donner pour dire que la menace, elle n'est pas théorique. Ce n'est pas simplement des politiciens qui veulent faire peur aux électeurs. Oui, alors juste quelques éléments sur les chiffres. Titre comparaison, le budget de la défense ukrainien en 2021, juste avant la guerre, c'était 5 milliards de dollars, d'équivalent 5 milliards de dollars. Là, on est sur des budgets de la défense russe de plus de presque 150. Oui. Pour donner à peu près un ordre de comparaison. D'autant plus que, deuxième élément, c'est qu'il faut réfléchir aussi en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avec $1 en Russie, vous n'achetez pas la même chose qu'avec €1 en France, par exemple. En fait, il faudrait, pour avoir une équivalence avec, par exemple, un budget français, il faudrait presque doubler au moins avoir quelque chose qui ferait à peu près 250 milliards d'euros. Donc ça commence à être quand même assez considérable et on peut s'acheter quand même beaucoup de choses avec ça. Ensuite, le troisième élément, c'est que, alors il y a une question d'équipement, on l'a évoqué, en réalité 300, alors c'est déjà beaucoup plus que nous ce qu'on produit, puisqu'on en produit 0, nous Français par exemple, mais c'est pas non
plus énorme. Ils perdent beaucoup plus de chars qu'ils n'en produisent. Mais ces chars, justement, ils ne sont pas envoyés en Ukraine. Ils ont essayé. Ils sont envoyés ? Des D90M, là, il y en a en Ukraine, oui, bien sûr. Mais la plupart des chars qui sont utilisés, en fait, ce sont des chars qui sont déstockés. La plupart des chars qui sortent des usines russes, ce sont des chars qui déstockés, qui sont modernisés un petit peu ou retapés et qui sont envoyés sur le front. Mais voilà, là, la différence, c'est qu'ils commencent à produire un peu plus de chars neufs. Mais le gros danger, c'est qu'on va se retrouver, si la guerre s'arrête, on va se retrouver avec une armée russe qui sera expérimentée, qui aura subi beaucoup de pertes, etc., qui aura besoin de se réorganiser incontestablement, de se rééquiper, etc., mais qui, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être grand maximum, sera extrêmement puissante. Là, acquis de l'expérience, elle se sera complètement réorganisée et si elle commence à occuper les lieux qu'on a évoqués tout à l'heure, on se retrouvera avec une force à nos frontières, aux frontières de l'Europe orientale, qui sera particulièrement puissante. Et Poutine en est fier justement de cette armée russe qui ne cesse de grossir. Il a invité les soldats à siéger au Parlement aujourd'hui, l'armée nouvelle élite russe. Il y aura de plus en plus de députés au Parlement russe grâce à notre programme intitulé Le temps des héros, mais également dans nos conseils municipaux. Cela a déjà commencé dans presque toutes les régions de la Fédération de Russie. Chers collègues, il est naturel que ce soit une priorité. Xavier Tuttelmann, le discours est très clair. Oui, il est aligné avec ce qui se dit depuis le début. Donc maintenant, on a simplement sur la confirmation. Et puis on est sur une militarisation de la société, que ce soit dans les écoles dans lesquelles on apprend aux jeunes à piloter des drones, que ce soit les écoles de technologie dans lesquelles leurs travaux pratiques, c'est d'aller construire des drones qui attaquent aujourd'hui l'Ukraine. On est sur une situation globale où la militarisation de la société doit aboutir effectivement à cette guerre. Et puis comme le disait Michel Goya, aujourd'hui, tout ce qui est produit est consommé, voire même ils sont en train de perdre des stocks puisqu'ils ont plus de pertes que ce qu'ils produisent. Mais si demain, il y a un cessez-le-feu, on sait qu'au bout de 3 ans, l'armée russe, c'est plus d'1 million d'hommes, c'est plus de 6 000 blindés et c'est 25 000 missiles de croisière de toute catégorie. Et c'est contre ça qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que s'il y a un cessez-le-feu, il ne faut pas lever les sanctions, puisque les sanctions contribueront à permettre à la Russie non seulement d'avoir accès aux technologies qui lui manquent. On parle des T-90M. Normalement, ces chars, ils avaient des optiques françaises, comme leurs hélicoptères, comme leurs avions de chasse. Il ne faut pas lever les sanctions, ni sur les technologies, ni sur l'économie, parce que ça voudrait dire qu'ils pourraient produire encore plus vite que le rythme qui est affiché. Merci beaucoup, Xavier Tuttelmann. Merci à vous. Ancien aviateur militaire, vous êtes au bon endroit sur la 26 devant le grand dossier consacré ce soir à cette question. Double jeu de Poutine, le réveil de Trump. Poutine se réarme, le monde aussi. L'Europe ou les pays baltes se préparent à une invasion russe, sont en pole position. Les dépenses militaires y ont bondi de 17%. Jade, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous cette hausse globale des dépenses mondiales. Oui, effectivement, en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est sans précédent depuis la guerre froide. En 2024, plus de 2700 milliards de dollars ont été dépensés dans le monde pour se réarmer. Alors, effectivement, j'ai tout de suite regardé le chiffre qui avait été, le montant qui avait été dépensé au moment de la guerre froide pour comparer au dernier grand moment d'instabilité géopolitique. 1520 milliards de dollars avaient été dépensés à l'époque. Les pays du monde ont donc dépensé aujourd'hui 80% de plus que ce qu'ils avaient dépensé à l'époque. C'est dire l'inquiétude des conflits actuels. Plus de 100 pays à travers le monde ont augmenté leurs dépenses militaires en 2024, alors que les gouvernements accordent de plus en plus la priorité à la sécurité militaire, souvent au détriment d'autres domaines budgétaires. Extrait du rapport qui publie ces chiffres aujourd'hui, les compromis économiques et sociaux pourraient avoir des effets significatifs sur les sociétés dans les années à venir. Fin de citation. Le plus spectaculaire, c'est l'Europe. Sur les 2700 milliards de dollars qui ont été dépensés, 693 milliards de dollars ont été dépensés par l'Europe en 2024, soit près de 30% des dépenses mondiales. Tous les pays européens, sauf Malte, ont augmenté leurs dépenses militaires en 2024. C'est l'Allemagne d'ailleurs qui est le plus gros dépensier. Près de 90 milliards d'euros ont été dépensés l'an dernier, soit 28% de plus en un an. Pour la première fois depuis sa réunification, l'Allemagne est devenue le principal contributeur en matière de défense en Europe centrale et occidentale, au point que le pays se hisse maintenant dans le top 5 des pays qui ont le plus dépensé pour leur réarmement. L'Allemagne rejoint donc, vous le voyez, les États-Unis, la Chine, la Russie
et l'Inde, qui représentent à eux seuls 60% des dépenses mondiales. La hausse est assez impressionnante, Jade, mais les Américains restent malgré tout en tête. Oui, quoi qu'il arrive, effectivement, quand l'Europe dépense 693 milliards, les États-Unis en dépensent près de 1000, soit 37% des dépenses mondiales. Donc effectivement, ils restent numéro 1. Mais pas de très loin. Rappelez-vous, pour l'Europe, c'était 30%. Oui. Donc, effectivement, l'écart est en train tout doucement de se réduire. Malgré tout, les États-Unis restent leaders, mais gardent un œil très sérieux sur la Chine. Pourquoi ? La Chine, deuxième du classement, qui pour la 3e année consécutive muscle encore son budget de la défense, au point qu'elle représente aujourd'hui à elle seule la moitié des dépenses militaires qui ont été faites en Asie et en Océanie. Et on remarque dans ce rapport que la tendance est sensiblement la même au Moyen-Orient, avec principalement Israël en bon leader, qui a vu son budget exploser en 2024 avec 65% de hausse, soit la plus importante hausse depuis la guerre des 6 jours. Merci beaucoup, Jade. On voit grâce à vous ces chiffres qui sont effarants, colonel. Ça veut dire que la guerre, à moyen terme, elle est dans tous les esprits ? Oui, bien sûr. Enfin, ça signifie deux choses. D'abord, c'est des pays qui sont en forte croissance, oui. Comme la Chine. Si on regarde tous les budgets de défense depuis 20 ans, on s'aperçoit que oui, c'est du côté de la Chine que ça augmente le plus, mécaniquement, parce que la Chine est un pays qui croît aussi économiquement, qui a cru très rapidement. Voilà, donc c'est assez mécanique. De la même façon, la Russie a retrouvé un petit peu des couleurs, je dirais, a restauré un peu son état dans les années 2000 et a augmenté aussi ses dépenses à ce moment-là. Donc c'est forcément en raison du contexte international, mais simplement parce que vous avez des pays qui croient mécaniquement en puissance. Au passage, d'ailleurs, il faut raisonner aussi en termes d'efforts, d'efforts en pourcentage du PIB. Quelle est la part de notre croissance, la part de notre PIB que l'on consacre à la défense? Et à ce stade, dans les pays européens, on est encore inférieur à la guerre froide. En 1990, en France, on dépensait presque 3% du PIB. Là, on est un peu plus allé à 2% et on espère atteindre 3% en 2030. Donc il y a encore du chemin à faire. Mais la difficulté est que, et je reviens à l'exemple de la Chine, c'est que quand vous avez des pays à relativement faible croissance économique comme nous, si vous voulez compenser, vous êtes obligé de faire un effort encore plus important. La Chine, le pourcentage de dépenses pour la Chine, en pourcentage du PIB militaire, n'est pas très important en réalité. Mais comme la Chine se développe très vite, ça suffit. Ça suffit pour construire une flotte, l'équivalent de la flotte française, de la marine française, tous les 4 ans, par exemple. Nous, si on veut vraiment se réarmer, on est obligé de... C'est encore plus difficile, parce qu'on est vraiment obligé de faire des efforts. Il y a une loi économique, je termine là-dessus, qui montre que, globalement, c'est très difficile de faire un effort de défense qui soit très supérieur au taux de croissance. Voilà, parce que si vous n'avez pas beaucoup de croissance, vous avez plein d'autres problèmes à gérer, vous avez généralement un déficit budgétaire, donc c'est tendu, Magali. Le cas de l'Allemagne est vraiment intéressant parce que là, on sent un effort, en effet, considérable qui est mis. Alors, évidemment, depuis la guerre en Ukraine, qui a fait figure d'électrochoc, mais l'élection de Donald Trump a fait bouger beaucoup de lignes en Allemagne. Et l'élection de Friedrich Merz, qui va devenir chancelier là, le 6 mai officiellement, il a mis un plan sur la table, enfin un accord de coalition avec la gauche, où vraiment l'effort est considérable en infrastructure, en réarmement de la Bundeswehr. Il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que son premier déplacement va être à Paris, donc la semaine prochaine, et que du côté français, on attend beaucoup de ce renouveau du tandem franco-allemand pour aller plus vite, justement, dans la voie d'un réarmement de l'Union européenne. Tout ça qui est prôné, vous savez, par la Commission qui a sorti son plan Rearm Europe pour avoir davantage de facilité dans les investissements en matière de défense. Oui, sur le fond, c'est pas très joyeux de voir cette course. Oui. Mais on peut quand même dire que les Européens sont pas ridicules. On nous a tellement dit et répété que on avait pris l'habitude de pas prendre en compte notre défense, que on vivait sous le parapluie américain et que de ce fait on était devenu un peu pacifiste ou en tout cas indifférent. La rapidité avec laquelle les choses changent, je trouve, est assez encourageante. Et effectivement, l'exemple le plus spectaculaire, c'est l'Allemagne, parce que vous êtes trop jeune pour avoir connu ça.
mais moi je me souviens d'une Allemagne qui était remplie de pacifistes, qui voulaient pas avoir de missiles à longue portée sur leur territoire, en disant plutôt rouge que mort. Aujourd'hui, ce sont les écologistes allemands qui sont les plus offensifs pour le réarmement. Ça veut dire qu'il y a un véritable sursaut. Et ça, je pense que c'est l'un des rares aspects positifs, entre guillemets, de ce conflit, et puis aussi de l'annonce d'un retrait américain de l'Europe, c'est que on a pris nos responsabilités. Maintenant, il reste encore une seule chose à faire, c'est trouver l'argent et annoncer aux citoyens... Voilà, j'allais vous poser la question, Guillaume. Avec quel argent on va financer tout ce réarmement ? En France, on fera comme d'habitude, on s'endettera. Mais et je plaisante à peine, hélas. Mais effectivement, il va y avoir plus généralement des arbitrages à faire, parce qu'on ne voit pas comment un continent peut avoir à la fois assumé un tel effort de réarmement et soutenir un tel niveau de dépenses sociales. Dans l'histoire, ça s'est jamais vu. Colonel. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus une mauvaise affaire économique. Ces budgets de défense, ce sont beaucoup de budgets d'investissement en réalité. C'est des achats. Et c'est des achats dans des domaines qui sont relativement peu délocalisables. Ce que veut dire, c'est que si on augmente notre budget, on va investir dans notre propre industrie de défense. Et tout ça, ça a des retombées économiques, y compris budgétaires d'ailleurs au bout du compte. Donc il y a un effet keynésien aussi, de multiplicateur keynésien dans tous ces investissements. Dans les années 30, les États-Unis se sont sortis un peu de la crise économique par le troisième New Deal, qui était aussi un réarmement militaire. Et accessoirement, ça a quand même permis de sauver beaucoup de choses pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il ne faut pas voir ça non plus comme des dépenses à fond perdu. Il y a un effet d'utilité publique qui est d'avoir une armée conséquente qui nous permet de faire face à des menaces diverses et de dissuader notamment un certain nombre d'entre elles. Mais au bout du compte, c'est des dépenses au départ, effectivement. Là, il y a un dilemme qui se fait au départ, mais il y a des effets positifs. Je termine là-dessus. Les États-Unis ont un effort de défense qui est très supérieur au nôtre, et ça ne les empêche pas d'avoir un taux de croissance aussi économique qui est également très supérieur au nôtre. Mais voilà un argument fourni par le gouvernement au moment de défendre justement le budget défense. Merci d'avoir participé à ce grand dossier. Les piles